Aujourd'hui, on se retrouve dans le tout premier épisode de Une table de génération. Tu as accepté d'être notre premier invité. Le concept vraiment, c'est d'échanger, d'avoir un enseignement de vie. On verra tout au long de notre échange. Dans un premier temps, ce qu'on aimerait, c'est que tu puisses te présenter. Salut Antoine, moi c'est Pierrick, j'ai 47 ans et je suis artiste, compositeur, piano-voix. L'objectif de cette partie de vie à 47 ans, c'est de retourner dans ma vie artistique. Beaucoup de vie par le passé, on les évoquera peut-être tout à l'heure. Bien sûr. On est dans une séquence artistique et de partage. Voilà, dans un nouveau challenge de vie, on peut dire ça. Ouais, c'est exactement ça et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour avoir des challenges de vie en fait. On les commence à n'importe quel âge et puis on peut les avoir jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui, on est dans le restaurant chez Maxime. Ouais. Tu connais bien ce lieu, je Ouais. pense. Pourquoi on est dans un restaurant? On demande à nos invités, on les reçoit comme il se doit, donc on leur demande de choisir un plat et un dessert qu'ils ont envie de manger. Peut-être ça fait longtemps qu'ils n'ont pas goûté ou c'est un souvenir d'enfance. Aujourd'hui, tu vas nous dire ce que tu as choisi et pour quelle raison tu as choisi du coup ce plat et ce dessert. Eh bien oui, vous m'avez demandé en amont de choisir un plat, soit un plat de mes rêves, soit un plat qui évoque mon enfance. Et du coup, j'ai plutôt choisi un plat qui évoque mon enfance puisque je suis breton, exactement des Côtes d'Armor, la côte nord de la Bretagne. Et en fait, en étant à Clermont-Ferrand, je ne mange pas forcément beaucoup d'ingrédients et de plats bretons. Et du coup, même si c'est un plat qui est plutôt classique, mais je voulais regoûter à ma fameuse galette complète en plat principal. Voilà. Alors qui sera peut-être revisitée par le chef, par Maxime derrière. Voilà. La galette complète, qui est la galette de sarrasin complète en plat et en dessert, parce que vous m'avez demandé aussi un dessert, c'est la fameuse crêpe au caramel beurre salé, qui est un classique chez nous. Donc ça me fera plaisir de voir ce que le chef nous aura préparé. Pourquoi ce choix, si on peut rentrer un peu plus dans le détail, et qu'est-ce que justement tu penses que va pouvoir t'évoquer ce retour de ces crêpes sous ton palais? Ah ouais, tu poses une question qui n'est pas neutre. Dans la vie, moi je suis plutôt dans une optique, tu vois, à rester dans une âme d'enfance. On doit s'émerveiller de plein de choses, c'est ça la vie, elle doit être joyeuse, heureuse, lumineuse. Elle l'est pas par beaucoup d'aspects parce qu'on vit des choses parfois très difficiles, ce qui nous entoure, nos épreuves personnelles. Mais on a plein de petites choses qui fait qu'on peut se rattacher à ce qu'on a vécu étant enfant quand on a une enfance qui a pu être chouette aussi, ce qui a été le cas pour moi, plutôt une enfance privilégiée aussi, avec des parents qui étaient présents et qui donnaient beaucoup d'amour. Se rappeler des repas de galettes, que ce soit des galettes qu'on prenait au restaurant, ou alors nous en Bretagne on avait une particularité, c'est qu'on a une petite habitude, c'est qu'en fin de semaine, les garages en Bretagne, donc les sous-sols, étaient ouverts aux clients. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait préparer des galettes et les vendre. Donc les particuliers, tu veux dire? Exactement, les particuliers. C'est une tradition, si tu veux. Et en fait, cette tradition-là, elle est autorisée par les autorités. Et en fait, on peut aller dans les garages, dans les sous-sols, aller acheter 10 galettes et 5 crêpes et se les préparer à la maison avec nos ingrédients. Voilà, ça, les gens ici ne le connaissent pas, ne le savent pas. Mais en Bretagne, c'est une tradition. Donc, toutes les fins de semaine, on allait chercher comme ça chez des gens. On avait nos petites adresses particulières parce qu'on préférait à certains endroits qu'à d'autres. Et on allait préparer ça chez nous ensuite pour manger. Donc ça me rappelle plein de souvenirs forcément de fin de semaine. Quand la semaine était finie à l'école, on allait préparer nos galettes le soir. Donc ça évoque plein de souvenirs finalement. De beaux souvenirs, ouais, tout à fait. On a hâte de goûter ça. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu as mangé des crêpes bretonnes? La dernière fois, c'est quand je suis rentré en Bretagne, presque un an. Ah oui, tu me diras ce que tu penses de ça. Exactement, il y a intérêt qu'elle soit bien préparée, attention. On va enchaîner et commencer avec le premier thème. Il y a un thème qui, moi quand j'échange avec toi et pour le peu qu'on se connaît, que je ressens beaucoup chez toi, c'est la sagesse. Tu es quelqu'un qui est lumineux et tout et tu dégages quand même ça. Comment tu pourrais expliquer, parce que le but c'est pas de donner des leçons mais c'est de la persuasion, avec le temps comment elle a évolué? Est-ce que déjà tout petit tu étais comme ça ou alors il y a des choses de la vie, des choix que tu as pu faire ou des rencontres que tu as pu faire qui ont fait qu'aujourd'hui tu es cet homme? Alors, merci pour le mot sagesse, Antoine. Je pense qu'on n'est jamais réellement sage. Encore une fois, ce qui est peut-être perçu comme de la sagesse, on le place souvent à un âge avancé parce que c'est l'expérience qui fait un petit peu ce terme de sagesse qui peut l'exprimer. Les gens qui ont, quand on a le plus âgé, qui ont pas on va dire, je vois ce que tu veux dire. Ce tempérament, recul sur soi-même. Voilà, je pense que c'est le bon terme que tu viens d'employer, c'est le mot recul. Et en fait, la vie fait qu'on expérimente. Moi, je suis quelqu'un qui est assez libre. Placer le mot liberté dans l'essence que je veux de ma vie. Donc du coup, je suis libre aussi de dire et de faire ce que j'ai envie. Et quand je ne veux plus vivre quelque chose, je change de vie. Alors je change de vie, ça veut dire je change de métier, si j'ai besoin de déménager parce que je suis plus en accord avec
âge. J'essaye de ne pas avoir trop de peur, on en a parfois, hein, trop de blocage pour changer de vie. Donc du coup, j'expérimente beaucoup. Peut-être un peu plus qu'une personne qui pourra avoir une vie plus classique et qui aurait par exemple un métier qui avance dans son métier dans sa vie d'une autre manière. Hein. Il n'y a pas quelque chose de mieux qu'une autre. Mais du coup, ça m'a donné beaucoup d'expérience et beaucoup de recul. Et plus on vit de choses, parfois aussi difficiles, et ben plus on arrive à comprendre, j'allais dire, ce qui est l'essentiel dans la vie et ce qui est le plus important pour se sentir bien dans sa vie. Se sentir bien, c'est être joyeux, être le plus heureux possible, s'émerveiller des peu de choses que la vie nous offre aussi. Justement, comment tu arrives à aller chercher et te dire, chaque jour avoir cette définition-là dans ta tête, qui fait que du coup ta vie avance dans ce sens? Eh ben, je vais te parler de quelqu'un, je suis obligé d'en parler aujourd'hui, c'est les rencontres qui font ça. Et j'ai rencontré une femme exceptionnelle, qui n'est plus dans ce monde terrestre aujourd'hui, qui n'est plus là, qui nous a quittés il y a 2 ans. Guylaine, pour nommer son prénom, m'a amené à m'explorer, à mieux me connaître, et donc à mieux m'apprécier, mieux m'aimer. D'accord. Voilà, ça veut dire qu'avant la rencontre de Guylaine, j'étais quelqu'un qui était contemplatif, quelqu'un qui aimait la vie, mais qui pouvait être aussi... j'avais quelque chose d'intuitif, un instinct qui arrive à s'écouter quand même. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas assez profond et je ne pouvais pas dépasser quelque chose que Guylaine m'a permis de découvrir chez moi, c'est découvrir ce qu'on a vraiment à l'intérieur. Et ça, tu as raison, ça se travaille en fait. Ça se travaille et ça s'est passé pour moi par la connaissance de mon corps et de ce que je suis au fond de moi. Ça passe par la méditation, ça passe par des pratiques, on les évoquera peut-être tout à l'heure, mais des pratiques qui sont celles de l'écoute de soi et de déconstruire aussi ce qu'on a pu vivre étant enfant. Ce qu'on a pu vivre à la base de notre vie d'apprentissage où l'école, les parents, la société nous imposent des choses. Justement, c'est bien que tu ailles sur ce sujet, parce qu'on ne va pas dire aux nouvelles générations de ne pas écouter les parents ou pas écouter ces choses-là, mais est-ce que justement, il faut s'écouter soi-même, là, de ce que j'entends dans ton discours, c'est ça? C'est ça. Mais c'est de se dire, pour les plus jeunes, aujourd'hui, nous, avec du recul, on se dit, j'aurais dû m'écouter, ou justement, comment, un peu plus jeune, on peut se dire, bon, on me donne des conseils, parce que, en général, les parents sont là pour conseiller, éduquer, ou d'autres personnes, hein. Mais comment, en étant plus jeune, là, avec du recul, comment tu pourrais conseiller quelqu'un qui est plus jeune en âge de se dire je fais des choix ou je m'écoute moi-même, qui est très compliqué parce ça peut être apparenté à j'écoute pas mes parents ou faire ses propres choix en fait. C'est d'autant plus compliqué dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, baigné de... Alors je ne vais pas vers le vieux sage justement, l'ancien, mais baigné d'écran, baigné de sollicitation d'écran, sollicitation de choses qui peuvent être là parfois pour justement nous déconnecter. Le plus difficile, c'est juste de prendre conscience de ce que l'on vit, de prendre conscience qu'on nous donne des modèles, que ce soit l'école ou nos parents. Les parents font globalement au mieux dans ce qu'ils ont fait. Mes parents ont fait au mieux et ils se tromperont de toute façon. Et nous, demain, quand on sera parents, on se trompera aussi, c'est la vie. Mais on fait au mieux. Le but du jeu, c'est que l'enfant, l'adolescent et puis le jeune adulte se disent bon, ok, on a fait de moi aussi ce que je suis. Il y a une partie qui suit moi, mais une partie où on m'a éduqué. Est-ce que tout ce qu'on m'a dit, c'est juste? Est-ce que c'est ce que je ressens ou est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de voir la vie? Et en fait, c'est à nous, après, de faire sa propre expérience. Mais c'est juste d'avoir cette conscience de se dire, tout n'est pas la vérité. Il n'y a pas une vérité. Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Et tout ce que la société, les politiques, même les artistes nous disent n'est pas forcément la vérité. Donc, je dois me construire moi-même. Voilà. Donc, la seule chose que je pourrais dire, c'est ça, il n'y a pas une vérité et on doit se la créer soi-même. Donc en fait, c'est écouter. Et Guylaine disait quelque chose de super intéressant, il y a quelque chose qui ne ment jamais, c'est le corps. On doit écouter son corps. On rencontre quelqu'un, la personne peut paraître très avenante, mais dans notre corps, on a quelque chose qui d'un seul coup fait qu'on a une boule au ventre, on a la gorge qui serre, Si vous écoutez votre corps, vous ne vous trompez pas, jamais. Le corps ne ment jamais.
Donc il faut écouter son instinct, il faut écouter son corps. Parce qu'en fait, c'est très subtil. C'est que quelqu'un peut jouer à un jeu, même en ayant un sourire, on peut avoir quelqu'un qui est malveillant en face de soi. Et en fait, le corps, lui, il le sait. Si tu avais un seul conseil, qu'est-ce que ce serait la conclusion là, de ce sujet? La chose pour moi la plus importante, qui m'accompagne depuis une bonne dizaine d'années maintenant, c'est de réussir à garder son cœur ouvert. C'est ouvrir son cœur. Alors ça peut paraître bateau, hein, l'amour, le cœur, tous ces mots, qui sont tellement connotés qu'il faut revenir à l'essence de tout ça. Et tu vois, hier, je regardais alors, les réseaux, hein, parfois ça peut être très bien. Hier, il y avait une petite interview de Cédric Lamar qui parlait, qui disait « Pour moi, le plus important, c'est l'amour ». Il peut se passer plein de choses dans la vie. Tout ce qui se passe dans notre vie, si à un moment donné, on n'est pas dans l'état d'amour, c'est-à-dire quand on discute, on a cet état-là. Mon cœur est ouvert, ton cœur est ouvert pour pouvoir discuter comme ça. Et en fait, je parlerai plus du cœur encore que de l'amour, parce que l'amour est très connoté, mais de se dire « Je laisse mon cœur ouvert ». Mon cœur ouvert, c'est-à-dire savoir recevoir l'autre, recevoir les événements de la vie, recevoir l'autre, une gentillesse, un cadeau, recevoir une parole, recevoir un sourire, recevoir un animal qui vient vers toi pour recevoir une caresse. Voilà. Et quand tu as le cœur ouvert, tu ne peux plus être dans la colère, tu ne peux plus être dans cette tristesse de la vie. Tu es obligé de te dire, je dépasse tout ça, j'accepte ce qui se passe, et je change peut-être ma manière de voir les choses pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Voilà. Donc, je dirais ouvrir son cœur. Ça travaille par les méditations, et en fait, c'est un travail quotidien. Hein, ouvrir son cœur, ça ne se fait pas effectivement comme ça. Il faut un petit peu le travailler, mais ça en vaut la peine. Tu commences à avoir faim, non? Tu sens ouais, c'est vrai que je sens l'odeur qui arrive des cuisines et ça sauve les papilles. Je pense qu'on va prendre le temps de s'installer. Dans un premier temps, je vais te servir un petit cidre. Bien sûr, ça va avec la Bretagne et les crêpes. Consommation d'alcool, fais attention. Fais attention, d'accord. Voilà pour faire de la pub. À notre table, en plus, il y a Arthur qui est là, qui fait partie de l'équipe, qui est en train de faire un joli portrait de Pierrick. Si y a des trucs que tu veux modifier, tu lui en fais part. On va enchaîner, donc il y a plusieurs thèmes. On a un petit dé qui est ici, tu vas pouvoir le lancer. Il y a 6 thèmes différents, on choisira le thème sur le numéro. Les deux, c'est le sport. Est-ce que tu es passionné par un sport? Est-ce qu'il y a un sport qui te motive plus qu'un autre et pourquoi? Moi je suis sportif, j'en ai fait beaucoup dans mon enfance. J'ai un sport, alors ça va être étonnant cette histoire. J'ai toujours voulu faire du vélo de route et j'en ai jamais fait et j'en ai jamais acheté. Alors que j'ai eu une boutique de cycle. Donc tu vois Jusqu'à aujourd'hui Voilà, jamais. C'est quoi la raison? Mais je ne sais pas. C'est-à-dire que j'adore la course à pied, j'ai fait beaucoup de natation quand j'étais jeune. Mais alors le vélo, je ne sais pas ce qui bloque. Je n'ai jamais pu passer le cap et je rêve d'en faire. Donc je rêve d'en acheter un. Et bon, ça va venir. Hein. Du coup, pourquoi le vélo? J'ai envie de te dire parce que je sais que tu as une boutique, peut-être que tu pourras en parler rapidement. Je ne sais pas si tu vas en parler, hein, mais. Disons que le vélo, alors moi j'avais une boutique qui était un peu particulière. C'était une boutique de vélos anciens, les vélos, ce qu'on appelait les vélos vintage. Et moi, le but du jeu, c'était de se dire, ces vélos étaient tellement beaux à l'époque, de les refaire et de les proposer à la vente ou de les réparer. Je trouvais ça tellement beau, tu vois, un héritage en fait. Oui, et puis tu vois, ton émission parle de lier les générations, et pour moi c'était ça, on a connu ces vélos-là étant enfant, et de les retrouver aujourd'hui avec tous ces chromes, quand tu les refais, c'est magnifique. Il y a quelque chose de très gratifiant à les refaire, et quelque chose de très beau quand tu vois ce que ça peut provoquer chez les gens quand ils les achètent, parce qu'ils se rappellent leur enfance, et alors tu vois que dans les yeux ça pétille. Donc j'avais cette boutique effectivement que j'ai revendue depuis, mais le vélo de route, vraiment spécifique route, hein, aujourd'hui on a des vélos de fou, hein, des vélos en carbone, choses comme ça, ça va venir, mais c'est pas encore, la bascule n'a pas été faite. Tu nous informeras quand même. Exactement, ça va venir bientôt. Et je rebondis sur un truc qui n'a rien à voir du coup avec le sport et tout, mais j'ai pensé là en échangeant, tu dis que les personnes venaient, elles avaient ces souvenirs d'enfance, toutes ces choses-là. Je trouve que c'est beaucoup humain justement d'aller toujours rechercher ou puiser sur des choses du passé. Comment tu retranscris ça toi dans ta vie? Est-ce que justement il y a quand même, c'est cool de penser au passé, sur des choses que ça soit négatif ou positif, ou alors vraiment je fonce, on pense au présent et au jour d'aujourd'hui et ce qu'il y a derrière, tant pis. Et tu vois, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'apprentissage et le recul qu'on peut avoir sur la vie. C'est bien d'aller voir ce qu'on a pu vivre, c'est bien d'aller comprendre ce
qui est difficile en nous, on parle de blessures, on parle de choses qui sont de l'éducation, tout à l'heure on a parlé de tout ça. Mais il faut vivre, il faut avancer, il faut faire, on est dans un mouvement, la vie ne s'arrête pas en fait. Donc si on est toujours en train de regarder aussi derrière, on est dans quelque chose qui est un peu passéiste, on peut tomber là-dedans, on peut tomber dans la mélancolie, on peut tomber dans ce qu'on peut entendre parfois sur certains médias, c'était mieux avant. Non, c'était différent, mais notre société elle évolue, les gens ils évoluent, on doit vivre avec, mieux, pas mieux, on doit essayer de trouver une place, sa place à travers tout ça. C'est tout un équilibre. Hein. Ouais, t'as raison, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester que dans le passé, il faut avoir conscience de ce qu'on a vécu, il faut en avoir conscience, mais il faut continuer d'avancer, de faire et de se sentir le mieux possible au moment présent. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui compte ? C'est maintenant. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est cette petite bolétine que tu viens de servir, c'est cet échange, c'était avec plaisir. La salive, on va trinquer. Eh bien, santé. Santé. À la Bretagne alors. À la Bretagne. Et du coup, pour enchaîner et conclure sur le sport, pourquoi toi, à un moment, tu as voulu faire du sport ? Est-ce que ça te fait du bien physiquement, mais aussi moralement ? Et en plus de ça, peut-être essayer de terminer par... tu dis que tu as ce blocage encore de vélo de route. Ouais. Est-ce que, s'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui se dit j'aimerais tester ce sport, mais soit j'ai peur, ou j'aimerais aller dans tel club, mais c'est compliqué, je connais personne d'autre, qu'est-ce qui pourrait faire sauter ce blocage et se dire en fait, non, j'y vais quoi, et je le fais, tu vois. Pour répondre à ta première question, le sport, c'est hyper important. On voit que les enfants de la jeune génération n'en font pas forcément assez, on doit se sentir bien dans son corps. Donc plus largement, toute activité qu'on peut faire en dehors de l'école, toute activité, ce qu'on dit extrascolaire, que ce soit une passion, de la musique, du sport ou autre, fait qu'on se sent bien aussi soit moralement, soit on se sent bien dans son corps. Pour le sport, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on évite beaucoup de maladies en fait. Enfin, voilà, quand on arrive à en faire régulièrement, mais ça peut être du yoga, ça peut être des choses qui ne sont pas forcément, même si c'est difficile. En gros, tu veux dire forcément dur. Le sport, voilà, ça rime pas avec. Non, je me suis toujours méfié d'une chose. Quand je vois par exemple des gens qui font du sport un peu à outrance, pour moi il y a une sorte de déséquilibre de toute façon. C'est-à-dire qu'aller chercher des choses dans le sport pour s'accompagner, pour accompagner son corps, pour se sentir bien, pour être dans la nature, formidable. Dès qu'on commence à aller dans quelque chose de l'extrême, on repousse nos limites. Alors c'est très bien pour la performance, on admire ça, les gens admirent ça chez nos champions, voilà. Mais on est dans quelque chose qui qui peut justement aller abîmer le corps. Et on doit rester dans quelque chose qui est équilibré. Et pareil, il faut réussir à s'écouter. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que si quelqu'un est capable d'aller dans quelque chose qui est un peu plus dans la performance, s'il s'écoute et que c'est juste pour lui, tout va bien. Mais c'est pas pour ça qu'on doit copier cette personne-là. Donc j'essaye de m'écouter aussi et parfois je peux aller courir 3 fois dans la semaine, quelquefois je ne vais pas pendant 15 jours parce qu'il y a autre chose à faire et puis que j'ai pas envie forcément de le faire. Donc, voilà. Et tu évoques quelque chose qui est important, c'est-à-dire que tu évoques les verrous qu'on se met. J'avoue que sur ce verrou-là, je ne l'ai pas encore compris et je ne sais pas ce qui bloque. Est-ce que j'ai une peur de l'accident ? J'y ai beaucoup pensé parfois, parce qu'on sait qu'il se passe des choses pas faciles aussi sur les routes, ça peut être très grave, hein. Il y a très peu de protection et on voit que les gens roulent assez vite aussi. Donc est-ce qu'il y a une autre peur en moi ? Je ne l'ai pas encore tout à fait saisie. Peut-être qu'en franchissant le cap de l'achat, quelque chose va se débloquer aussi. J'ai pas trop la réponse. Après, encore une fois, il faut continuer de s'écouter. Il y a vraiment le fil conducteur, je pense, depuis le début, c'est s'écouter. Il n'y a pas de leçon à donner, mais quand on s'écoute, en fait, on évite les problèmes. On évite d'aller au-devant de quelque chose qui va nous frustrer, nous bloquer ou parfois nous exploser à la figure quand c'est plus grave. Voilà. Si on n'écoute que son mental, souvent on va au-devant des problèmes, donc il faut s'écouter physiquement, intérieurement. Ok, merci pour cette partie, je pense qu'on peut continuer. Tu as le dé, je te laisse. Ouais, je relance. Allez, c'est parti. Le dé. Le 4. Donc le thème 4. Ouais. Alors du coup, on enchaîne sur le thème 4 qui est la vie. Donc c'est vrai que toutes ces parties-là qu'on voit depuis le début, c'est la vie en général, mais là on va vraiment parler de la vie et c'est d'avoir un événement ou un fait marquant qui a impacté ta vie, un changement dans la vie
qui soit positif comme négatif, tu vois, mais quelque chose qui est arrivé, qui t'a vraiment marqué, servira de conseil peut-être à la jeune génération et de se dire peut-être éviter de rester bloqué, comme on disait, dans du négatif. Ouais. Tu me poses une question là que tu vois, je m'y attendais pas du tout. Il y a 2 ans, j'ai perdu ma compagne, la femme qui m'accompagnait depuis 17 ans. D'accord. Une grande sœur, une amie, une compagne, voilà, c'était tout à la fois. On s'est rencontrés et on n'a jamais pu se quitter et on s'est accompagnés voilà, pendant toutes ces années. J'en parlais tout à l'heure, c'est elle qui m'a accompagné dans le changement de vie et dans la méditation. Et je crois que quelque chose arrive. Donc on enchaîne. Merci chef. Ça a l'air pas mal. Donc déjà la présentation, pour revenir rapidement sur la thème, voilà. Qu'en penses-tu? Belle présentation, c'est bien présenté. Je crois que c'est bien une galette de Sarrasin, le chef s'est pas trompé. Une belle présentation avec l'œuf au-dessus, et ça donne envie de goûter. Je te laisse continuer. Du coup, ce départ précipité fait que tout explose un petit peu à la figure. C'est tellement violent quand tu vis ça que tu étais déstabilisé par tous tes fondements, toutes les habitudes que tu avais prises dans la vie, tout ce qui se passait dans ton quotidien. Tout est cadré, bordé, et puis tu as l'habitude, et d'un seul coup, il n'y a plus rien. Tu n'es jamais préparé à ça? On n'est pas préparé à ça, même si les choses l'année précédente, voilà, on n'est pas préparé à ces choses-là, dans cette violence-là, en fait. Et c'est un état, en général, de sidération, si on va aller au bout des choses. Bon, après 2 ans, tu vois, il y a du recul qui a été pris, et j'ai beaucoup travaillé dessus aussi, justement, pour pouvoir le retranscrire de manière plus positive. Donc cet état de sidération, je l'ai transformé, et Guylaine, qui était toujours dans la joie, qui était une vraie lumière pour les gens, qui était chef d'entreprise, qui était thérapeute, qui est artiste, qui a voyagé dans le monde entier, c'est une leçon de vie à elle toute seule, c'est assez incroyable. Elle m'a tellement inspiré que tout de suite, je me suis dit, Pierrick, soit tu sombres, et voilà, soit tu incarnes aussi ce qu'elle a voulu te laisser comme héritage. Et tu vas jusqu'au bout de ce que tu as envie de faire dans la vie. Et en fait, c'est ça qui est ressorti. Ouais. C'est que d'un seul coup, je me suis dit, allez, j'ai 47 ans, mais en fait, ma vie ne fait que commencer. Je peux faire ce que je veux de ma vie. Je le décide. Il n'y a que moi qui suis maître de ce que je veux faire. J'ai tout arrêté. J'étais professeur de piano. J'ai arrêté et je me suis dit, je veux retourner dans ma vie artistique. Et de fil en aiguille, si tu veux, cette vie artistique qui est la composition piano-voix a mis du temps à se mettre en place, met du temps à se mettre en place. Mais comme Guylaine n'a pas fait les choses à moitié, et je crois à ce chemin, c'est comme si tout était un peu écrit en fait. Juste avant de partir, elle m'a légué quoi? Elle m'a légué un roman. Guylaine avait écrit un roman autobiographique. Peut-être qu'on pourra présenter. Il est là, il est chez Maxime, tu vois, donc c'est ça qui est bien, il est juste derrière. Adrien qui nous filme, il va peut-être pouvoir nous la ah ouais, il peut aller le voir là-bas, qui est sur l'étagère. Et ce roman, On devrait mourir plus souvent. D'accord. Qui est pas rien comme titre, hein. C'est assez fort, assez évocateur, c'est assez interrogatif aussi, on se demande ce qu'il y a derrière. Et elle m'a obligé à... Il était prêt quelques jours avant qu'elle parte. Wow. Donc du coup, voilà le roman que je peux t'offrir, tu vois. C'est très gentil. Et Guylaine nous a laissé ça, et en fait ça m'a donné envie de le promouvoir, de l'éditer et d'en parler le plus possible. Et on est là chez Maxime, et tu vois, il y a une semaine de ça, j'en ai fait la présentation au plus grand nombre ici, en parlant de ce qu'elle a voulu nous faire part comme message, et en y incluant ma musique. Donc en fait j'ai créé un format très personnel, très particulier, qui mêle le roman, l'écriture, et la musique, mes compositions. Donc tu vois, de quelque chose qui a été très difficile à vivre, peut en ressortir quelque chose de magique dans ta vie. Parce que tu es allé le chercher. Parce que je suis allé le chercher. Voilà. Parce que j'ai essayé de voir le positif, parce que j'ai essayé de comprendre ce que Guylaine voulait me faire passer comme message, et comment elle continuait de me faire passer. Et du coup, j'en ai imprimé quelque chose de nouveau, et pour moi, et pour les autres, pour le transmettre. D'accord. Ouais. Donc c'est finalement une grosse leçon de vie où tu as réussi à passer ce
peut appeler ça une barrière peut-être, quelque chose qui peut être un blocage pour certaines personnes. Bien sûr. Parce que intérieurement, c'était un combat contre toi-même, entre guillemets. C'est exactement ça, c'est de réussir à se connaître encore plus soi-même, ce qu'on disait tout à l'heure, et chaque épreuve de la vie, qu'elle soit toute petite ou très grande comme celle que j'ai vécue, et tout le monde le vit. Dans toutes les familles, on vit quelque chose de difficile. C'est important, et s'il y a bien aussi un petit message à faire passer ou de conseils, sans donner de leçons, mais on vit tous, il faut se dire, des choses difficiles dans nos familles. Que ce soit des pertes de gens que l'on aime, que ce soit des choses que l'on vit très difficiles, des blessures intérieures très fortes, on est capable de les dépasser. Voilà, il y a des auteurs qui parlent de ça dans plein de livres. On parle de résilience, on parle de développement personnel, on parle d'éveil spirituel, on peut l'appeler de n'importe quelle manière. En tout cas, on est capable d'aller chercher son propre chemin, même si on vit des choses difficiles. Voilà. Et malgré cette épreuve, après nos croyances font que c'est plus ou moins facile de le gérer. Voilà, moi j'ai une croyance très particulière par rapport à la mort, qui fait que Guylaine m'envoie des signes tous les jours, ou en tout cas très régulièrement, pour me montrer presque le chemin à suivre. Donc elle est partie, mais elle est toujours là, de manière très subtile. Aussi, je pense qu'il t'aide à tenir en fait. Mais complètement. Et je tiens aujourd'hui par moi-même, mais c'est encore un atout supplémentaire, un cadeau supplémentaire plutôt, d'avoir tous ces messages qui m'émeuvent en permanence. Je suis ému de voir ce que je peux recevoir comme message autour de la musique, autour des artistes, parfois d'une surprise dans la nature, ou des animaux. Tu me présenteras. Ouais, il y en a une qui est sous la table et qui a senti, je pense, que le repas était arrivé et qui fait le lien. On parle d'Oki, Oki qui était en lien particulier avec Guylaine et qui me donne des infos en permanence. D'accord. Ouais. Donc c'est des cadeaux. Bon, déjà, gros passage sur la vie. Je pense qu'on va manger avant ça. Ouais, on va goûter. On va continuer à échanger sur d'autres sujets. En tout cas, merci pour cet échange qui est profond et réel. Merci Antoine. Bon appétit. Bon appétit. Régale-toi. Merci. Le thème qu'on va aborder là, c'est la nutrition. Vu qu'on est en train de manger, je pense que c'est quelque chose qui est parlant, étant donné qu'on est en train de manger. Ouais. Pourquoi la nutrition? C'est de se dire, bon, t'as pas 90 ans, mais c'est de se dire peut-être qu'avant il y avait un autre regard sur la nutrition. Aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'industriels qui mettent des choses au point pour qu'on les mange, ça va de plus en plus vite. Les jeunes sont attirés aussi par ça, parce que je pense qu'il y a des pubs, des choses qui font qu'ils sont attirés par ça. Quelle place a pris la nutrition peut-être à un moment de ta vie? Est-ce que tu as un régime particulier peut-être? Bon, encore une fois, pourquoi? J'aime bien ce thème parce que c'est bien un thème aussi qui relie les générations. Il y a eu tellement de changements dans nos assiettes, et si on va à la base, tellement de changements dans notre agriculture, qu'effectivement aujourd'hui on est un peu, j'allais dire, à la croisée des chemins. Personnellement, quand j'ai changé de vie il y a une quinzaine d'années à peu près, et ben en fait dès que tu commences à travailler sur toi, à essayer mieux de te connaître, à essayer d'approfondir les choses, et ben il y a quelque chose qui se passe forcément autour de la nourriture. Il y a une prise de conscience d'une certaine manière. Alors je ne vais pas faire les pour, les contre, les végétariens, ceux qui aiment la viande, etc. Je dirais que plus tu prends conscience des choses et de ton bien-être global, donc de ton bien-être intérieur, tu es obligé de faire attention à ce que tu mets dans ton corps. Tu ne peux pas parler en donnant tout ce qu'on est en train d'évoquer sans qu'à un moment donné tu ne puisses pas faire attention à ce que tu ingurgites dans ton corps. C'est presque, c'est pas presque, c'est la base pour se sentir bien au jour le jour. Donc pour toi, il y a vraiment une corrélation entre se sentir bien, peut-être même des choix de vie, des choses comme ça qui font que si tu te nourris mieux, automatiquement peut-être que tu réfléchis autrement. Tu peux pas, je pense, moi c'est ce que je ressens, parler d'ouverture du cœur, d'amour, de travailler sur soi, de bien-être global, donc de bien-être animal, donc de respecter notre entourage, les gens qui sont là, mais aussi la nature, en ingurgitant, je le dis comme ça entre guillemets, tous les jours, un morceau de viande matin, midi et soir. Je le fais à l'extrême exprès en te disant ça, mais il y a quelque chose de prise de conscience qui est antinomique avec le reste d'une vie d'évolution, quoi. Donc forcément, quand j'ai commencé à changer, mon régime alimentaire a changé. Et petit à petit, j'ai réduit la part de la viande. D'accord, donc c'est, je pointe du doigt, ouais. Le fait que tu dis que tu as eu un changement, ouais. Du coup ça a été ce changement, tu m'en envoies la viande, ouais. C'est quoi tous les changements? Est-ce que tu as changé dans ta vie? Comment tu as réussi à le faire aussi? Parce que
Des fois, il y a des envies qu'on a, mais qui sont peut-être compliquées de changer les habitudes. Tout à fait. J'ai commencé par la viande parce qu'en fait, c'est ce qui a été le plus simple. Et puis, c'est ce que mon corps me demandait surtout. En fait, je n'arrivais plus à manger comme je faisais quand je mangeais et que je devais manger en 3/4 d'heure parce qu'il fallait vite aller au travail et ingurgiter un sandwich rapide. Donc du coup, petit à petit, je suis devenu de plus en plus, j'allais dire, végétarien et j'ai essayé de construire une alimentation la plus saine possible. Alors bio, pas bio, en tout cas les circuits les plus courts possibles, de ne pas aller se nourrir ou acheter des choses dans le supermarché, très clairement aussi. Ça a été un accompagnement un peu global, tu vois, ça s'est fait naturellement et petit à petit. C'est-à-dire que tu allais sur des marchés. Voilà, c'est exactement ça, de voir les petits producteurs pour que l'argent que tu donnes soit directement au producteur. Le métier, le but c'est vraiment d'échanger avec cette nouvelle génération, c'est de se dire, un étudiant par exemple, lui dire en gros, va au marché parce que ton sandwich à 5 balles, voilà, on va pas dire le mot, mais voilà. Comment on peut leur dire, peut-être qu'en fait c'est peut-être une idée prérequis de se dire qu'au marché c'est 10 fois plus cher ou. Ouais. Tu pointes quelque chose d'important, c'est l'aspect financier derrière en fait. Il y a des croyances parce qu'on pense que tout ça c'est beaucoup plus cher de se nourrir de cette manière-là ou notamment de se nourrir de manière un peu bio ou en tout cas de manière raisonnée ou raisonnable, tu vois. Mais c'est aussi une croyance. Aller chez le petit producteur quand tu les choisis bien sur un marché, je peux te garantir que ça coûte moins cher que d'aller faire ses courses au Carrefour City à côté. Hein. Je dis une marque exprès, mais tous ces petits supermarchés de ville qui sont hyper chers, voilà. Je vois des kilos de pommes qui sont plus chers dans ces enseignes-là que dans une enseigne bio juste à côté. Donc, en fait, là aussi, une idée perçue en fait. En fait, il faut être en conscience. On parlait d'ouverture du cœur tout à l'heure, c'est aussi être en conscience de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit se dire, attends, je regarde, on me dit plein de choses, il y a des éléments contradictoires dans tout ce qu'on me dit, mais moi, qu'est-ce que je constate? Eh bien, je vais comparer, je vais regarder. Est-ce que je peux changer mes habitudes? Ça demande du travail, bien sûr. Mais je peux peut-être manger un peu de moins de viande, qui est aujourd'hui de plus en plus cher, comme le fromage, et me dire est-ce que je peux changer mes habitudes en mangeant un petit peu moins et en ayant conscience que quand je la mange, je prends encore plus plaisir. C'est-à-dire que là, on revient à quelque chose qui se faisait dans les générations encore avant la mienne, qui est que la viande, c'était le dimanche. On fait plus attention à ce qu'on mange aussi, on est plus en conscience de ce qu'on mange. D'accord. Voilà, donc il faut réussir petit à petit à changer ses habitudes aussi, je pense, et à gérer financièrement. Alors pour un étudiant, effectivement, c'est pas facile. C'est sûr que quand on vous propose quelque chose à 1 ou 2 euros dans des enseignes de grande distribution ou le sandwich dans des grandes enseignes de restauration, c'est plus facile de se laisser happer, de se laisser avoir. Mais qu'est-ce qu'on a dedans? Qu'est-ce qu'on donne à manger à son corps? Est-ce que c'est une nourriture qui est vivante? Voilà. Dès qu'on commence à prendre conscience de tout ça, en fait, on peut plus. On peut plus. Et on préfère manger un tout petit peu moins, mais mieux. Ouais. Pour conclure et aussi, on va dire, rassurer les plus jeunes et tout qui nous regardent, c'est de se dire, tu as pu avoir cette alimentation, alors toi plus jeune, de ne pas regarder, de se dire, même sans parler de financier, de se dire, voilà, tel fast-food c'est ok, tu as pu aussi avoir ça, c'est-à-dire que c'est de un peu prévenir le truc et de leur dire, en gros, j'ai pas toujours eu cette œil-là sur la nutrition, tu as pu manger. Mais voilà, bien sûr, j'ai mangé dans les grandes enseignes de fast-food. Le goût est très travaillé, hein. C'est super parce que tu as envie de manger ça comme une friandise. Mais en fait, petit à petit, tu ne peux plus par rapport à ce que tu as envie de véhiculer comme idée en fait. Après, je reviens juste sur l'aspect financier. Quand j'ai commencé à faire ce changement de vie, j'étais au chômage. D'accord. Donc j'avais pas plus d'argent qu'il ne faut. Seulement, je faisais très attention et mon poste de dépense sur la nourriture, c'était pour moi le plus important, c'est-à-dire de savoir ce que je mettais dans mon corps. Plus important, je veux dire en termes de conscience. Hein. Donc j'ai fait des choix. Je faisais moins de sorties, j'allais plus dans des bars boire, mais je faisais attention à ce que je mettais dans mon corps. Donc c'est un vrai choix aussi. Ouais, d'accord. Mais c'est bien de le savoir, parce que ça veut dire que tu as eu aussi cette vie. J'ai eu aussi cette vie, mais bien sûr. Pour vraiment rassurer les personnes qui se disent j'y arrive pas, de toute façon j'y arriverai jamais. Et chacun sa vie. Moi, ça a été la mienne, mais si quelqu'un a envie de continuer d'aller dans les enseignes de fast-food, il continue. Sa conscience, c'est sa conscience. Hein. Par contre, moi, je la gère de cette manière-là pour être le plus heureux possible et pouvoir me regarder dans la glace tous les matins. Ok. Voilà.
Je vais te laisser un peu manger Ouais. parce que je vois que ça va refroidir. Et que Non, mais en ça va plus, se passer. alors en plus, j'ai goûté une bouchée, c'est délicieux. Très bon. Donc justement, est-ce que ça te rappelle un peu l'enfance, la Bretagne, toutes ces choses-là? Qu'est-ce qui aurait pu manquer? C'est bien d'avoir aussi des conseils pour notre chef. C'est très bien revisité parce qu'il y a une petite sauce à l'intérieur, je crois, avec des oignons, je pense, qui est très goûtue et qui accompagne bien la galette complète. Je confirme, ça sent très très bon. Ça sent très bon. Ah oui. Toi, t'es là pour décider, tu mangeras pas. Moi, je fais que ça. Et cette petite association que le chef a rajoutée est très très bonne. Je ressens le sarrasin aussi. En Bretagne, c'est vrai qu'on parle quand on dit galette, c'est galette de sarrasin. D'accord. Voilà, donc ce blé noir qui a sauvé la Bretagne à une époque, si on veut faire un petit peu Ça d'histoire. peut bien, ouais, tu vois. ça peut bien, c'est lui. C'est une céréale qui est très très bonne. Justement, on parle de nutrition qui coûte pas très cher, mais on peut se faire des galettes ou du pain au sarrasin soi-même, qui est hyper complet pour le corps. C'est vraiment une très bonne céréale. C'est aussi une bonne idée de changer ses habitudes et de regarder ce qui peut être très bon pour son corps sans avoir de dépenses excessives. D'accord. Ouais. Ils sont vraiment forts ces bretons. Je goûte. Là, je vais devenir chauvin. Et le Mont-Saint-Michel, du coup, il est à qui? Il est normand ou... Alors attention de ne pas nous fâcher, tout se passait très bien. Le Mont-Saint-Michel, bien sûr, est en Bretagne, puisque je suis breton. Mais il y a une petite anecdote à ce sujet, puisque le Mont-Saint-Michel, il donne sur une toute petite rivière. Et cette petite rivière a basculé côté Bretagne, qui fait que le Mont-Saint-Michel se trouve côté Normandie. Donc à très peu de choses, on l'a loupé. Et cette petite rivière s'appelle le Couesnon. D'accord. Et on dit le Couesnon dans sa folie a mis le mont en Normandie. Bon, il a comme ça une forme très particulière et il a basculé du mauvais côté. Voilà. Mais ma famille est normande d'origine, donc on est très bien avec les Normands. Ah, ça va. Voilà. Tu peux être des deux côtés sans trop fâcher. Il n'y a pas de problème. Alors je vais être obligé de faire goûter un tout petit peu parce que Oki c'est quand même une personne à part entière. Et elle mange, elle mange toujours un petit peu avec moi. Alors parfois ça gêne les restaurateurs, mais elle mange à la fourchette. Elle a pris l'habitude. Et donc du coup, tel un enfant. Et donc du coup, hop, elle valide aussi la galette du chef. Ça a l'air, donc tu restes là, Ouais. c'est pas trop mal. Mais alors je me régale. Merci encore à Maxime pour cette évocation de l'enfance. Ouais, très bon. On attend le dessert après. Ah ben, une spécialité aussi bretonne. Le kouign-amann. Ça aurait pu être un kouign-amann, mais on a choisi autre chose. Ouais, c'est stylé. C'est du talent déjà. Un travail. Donc on enchaîne, on avance bien, j'espère que tu te régales quand même. Je me régale. Qu'on puisse continuer notre échange qui est super enrichissant, je trouve. Là, on va passer sur le voyage. Est-ce que tu as déjà voyagé? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter, le voyage? Et comment ça a pu te façonner? Qu'est-ce que tu as été chercher en voyageant? Et ben là aussi, tu vois, c'est les rencontres qui font basculer une vie. Et cette rencontre avec Guylaine a fait que j'ai basculé complètement dans une vie complètement différente. J'ai appris à me dépasser parce que je voyageais très peu, je partais pas en vacances, j'avais un métier qui était très prenant et puis j'avais envie de trouver des choses et donc du coup je m'investissais à fond. Et je m'oubliais et j'oubliais de partir en vacances et de voyager. Et en fait, à cette époque-là, Guylaine avait une grosse société de design et d'objets de décoration. Et en fait, ses ateliers étaient au Vietnam. Donc, on s'est rencontrés et un mois et demi après, j'étais au Vietnam, dans les rues. Alors qu'avant, tu voyageais pas du tout. Voilà. Et avec la mobilette, comme les Vietnamiens. Donc, je te dis pas le choc de culture, le choc psychologique, le choc intérieur qui s'est passé. Et ça a été formidable. Je pense que là aussi, financièrement, il faut pouvoir le faire, mais sans aller très loin. Le voyage, c'est aussi de se dire, je m'autorise pendant une journée à prendre un moment pour moi et à aller marcher ou aller prendre sa voiture et faire quelques kilomètres. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde en fait, mais juste changer ses habitudes. D'accord. Voilà, c'est de se dire, tiens, est-ce que je peux pas faire autrement que des choses que je faisais tout le temps. Okay. Et qu'est-ce qu'elle t'a allé chercher toi, justement
Enfin là, dans ce voyage en l'occurrence, mais dans les voyages en général que tu as pu faire, est-ce que tu te dis j'ai envie de découvrir ça ou est-ce que tu te laisses porter un peu par le voyage? J'avoue, je me suis laissé porter d'abord par Guylaine qui gérait ces voyages-là depuis des années, donc je l'ai accompagné. Mais ensuite on a fait des voyages, là c'était pour le travail et pour son travail, mais ensuite on a fait des voyages vraiment de découverte et notamment dans un pays qui était fermé à l'époque, qui était la Birmanie. Donc là, choc encore plus important parce que tu oublies les téléphones, tu oublies les réseaux, tu oublies tout. Et quand tu appelles ta famille qui n'est pas au courant, et que tu leur dis j'ai 59 secondes pour vous dire que tout va bien et que je suis perdu dans la campagne en plein milieu de la Birmanie, mais vous inquiétez pas, tout va bien, bah forcément tu es en train de te découvrir totalement. Là, tes peurs, tu les prends en pleine figure. La nourriture est différente, les nuits sont différentes, le voyage est différent aussi. Les personnes que tu croises, ce sont des militaires ou des bonzes. Forcément, tu es obligé de changer ta vision. Exactement. Pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu conseilles, on va dire, de voyager et pourquoi tu conseillerais de voyager? De s'écouter, mais de se faire un tout petit peu violence parfois parce que c'est très dur de changer ses habitudes. Et souvent, il y a quelqu'un qui vient nous aider pour ça. Et c'est ça qui est chouette. En général, la personne ou quelque chose se présente pour nous faire comprendre que c'est le bon moment pour aller changer ses habitudes et voyager un petit peu. En fait, c'est surtout que ça provoque quoi? Ça provoque le fait que tu rencontres d'autres personnes. Ça peut changer ta vie. Dans son roman, Guylaine fait part d'une rencontre incroyable à l'autre bout du monde avec un monsieur qui d'un seul coup l'interpelle dans la rue. Au moment où elle devait aller à l'aéroport reprendre son avion, elle aurait pu croire que c'était un monsieur qui venait la draguer ou la... Et en fait, ce monsieur lui a dit, écoutez, pouvez-vous m'attendre 2 minutes, je remonte chercher un livre dans ma chambre d'hôtel et je vous le ramène. Elle avait le cœur ouvert, elle a senti que c'était quelqu'un qui était de confiance, voilà. Il lui a offert un livre, un maître indien qui s'appelle Osho, ça a changé sa vie. Donc ce moment qui a duré quelques minutes, à l'autre bout du monde, a fait que sa vie à elle a basculé. Donc les voyages, ça fait bouger les énergies en fait. C'est que d'un seul coup, on se libère de ce qu'on est en train de vivre au quotidien, de ses petites habitudes, et on va vers l'autre en fait. Et pour finir, toi, quel voyage t'a marqué? Si tu devais retenir un voyage, quel les voyages en Asie avec Guylaine, et notamment la Birmanie, qui est un pays magnifique, qui est bloqué par la junte militaire birmane. Les gens qui n'ont rien, qui ont par exemple très peu d'eau quand tu es perdu au milieu de la campagne, et que toi tu as chaud et qui te disent venez prendre une douche alors qu'ils ont peu d'eau, tu vois bien que c'est pas la même chose dans nos pays occidentaux. Voilà, des gens adorables, même parfois durs. Pourtant les Birmans, c'est un peuple de combattants. La Birmanie, ça a été une grande partie de l'Asie à une époque. Des temples, des paysages, des lacs, voilà. Il y a eu un avant et un après. Merci une nouvelle fois pour ces souvenirs et est-ce que tu peux nous raconter le voyage? T'as vu ça? C'est parti. Ouais, t'es direct. Ok, donc on va enchaîner et finir sur une belle note. Une belle crêpe, galette, on ne dira pas les détails. Alors, en tout cas, c'est une galette crêpe. Un petit café pour ces messieurs. Mais surtout avec du caramel beurre salé. Attends, On ne pouvait pas finir sans caramel beurre salé, cher à la Bretagne. On va se dépêcher de manger parce qu'en plus c'est en train de fondre et tout. Ouais. Là, clairement, c'est la fin du repas, donc notre petit dessert et le bruit sera super de Il sera super. Le dessin. Mon Dieu, mais qui c'est Mon Dieu, mais qu'il est Regarde le cuistot, il arrive sans... Sacré chef. Du grand chef. On recommence tout. Petit chenapan. Non, mais c'est pas grave, on coupera. Ok, donc là on a eu le petit passage du chef qui t'a rajouté J'ai du caramel beurre salé en plus pour moi. Faut. Donc là on va terminer sur des belles notes parce qu'on a notre petite gourmandise à la fin avec le café. La dernière question, enfin une des dernières questions pour conclure, ça va être comment mener une vie épanouie. Toi, avec ton recul, avec aujourd'hui le bel âge que tu as, rapidement, parce qu'on va enchaîner sur une autre question qui vient atteler celle-ci. Comment mener une vie épanouie et qu'est-ce qu'il doit avoir comme ingrédient justement pour avoir ça? Du sarrasin. Du sarrasin. Arthur a raison, du sarrasin déjà. Elle va être bien dans son corps. C'est une question qui est extrêmement compliquée quand même, qui est large, qui est personnelle aussi.
Une vie épanouie, c'est une vie pour moi qui doit être justement qui doit être personnelle. On ne doit pas copier, on ne doit pas passer à côté de sa vie. Alors, c'est hyper compliqué de se dire comment je fais pour ne pas passer à côté de ma vie, parce que parfois on a l'impression d'être dans sa vie parce qu'on est happé par les événements, on a son métier, on a une famille, il faut faire. Et en fait, si on s'arrête 2 secondes, on peut se rendre compte qu'on est un peu à côté de sa vie. Et ça veut dire qu'il faut à un moment donné pouvoir un peu prendre du recul, un peu s'arrêter et se dire, est-ce que je suis épanoui? Est-ce que ce que je fais, j'aime le faire et ça m'apporte quelque chose dans mon quotidien? Alors ça peut être, ça m'apporte de l'argent et cet argent-là me permet de passer du temps à faire autre chose avec, donc c'est un moyen. Hein, voilà. Même si par exemple notre métier ne nous épanouit pas énormément, mais qu'avec ce métier-là, qui a des horaires particuliers par exemple, et que ça me permet d'être plus libre à certains moments et de faire des choses qui me sont très propres à moi et qui me rendent heureux, c'est parfait, c'est gagné. Donc en fait, je pense que l'important, c'est d'à un moment donné se poser quand même et se dire, est-ce que tout ce que je fais dans mon quotidien me rend heureux? Parce qu'on est en moyenne 80 ans sur Terre, c'est pas pour être malheureux, pour s'épuiser, pour être en colère tout le temps, parce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas dans la vie, parce qu'il y a un environnement qui ne nous sied pas, donc il faut quand même trouver le moyen et sans que ce soit trop difficile, c'est-à-dire, encore une fois, s'arrêter, se poser des questions et prendre le recul nécessaire. Donc tout est tellement très personnel, très particulier, donc il faut s'écouter. Pour certaines personnes, ça va être changer de vie totalement et basculer et déménager à l'autre bout du monde. Pour d'autres, ça va être simplement de changer de métier. Pour un troisième, ça va être se dire, ça y est, depuis que je fais du sport, on l'a évoqué tout à l'heure, ça change ma vie, je me sens beaucoup mieux dans mon corps et beaucoup plus épanoui et j'ai plus confiance en moi. Il y a plein de recettes exactes. Non, c'est un peu, tu vois, le musicien que je suis, il dirait notre vie, tu as une table de mixage devant toi, et tu sais, sur les tables de mixage, tu as plein de petits potards, plein de petits boutons. Et bien en fait, il faut réussir à gérer ces boutons entre le métier, notre vie au quotidien, les enfants, notre vie artistique, les activités, etc. Et se dire, qu'est-ce qui va prendre le plus de place maintenant que j'essaie de voir ce qui peut me rendre heureux. Voilà. Je change ce bouton-là, et ça y est, ça a changé une partie de ma vie. J'aime bien la métaphore. Oui, toi qui es musicien, voilà, j'aime bien aussi ça. Ouais. Et j'en ai une deuxième métaphore, tu vois, qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est l'image du puzzle. Notre vie, à la fin de notre vie, on devrait avoir en face de soi un puzzle, et où presque toutes les pièces sont posées. Et alors tu sais, quand tu fais un puzzle, tu commences souvent par les côtés, les coins, etc. Mais tu sais pas du tout ce que ça va donner. Donc nous, on a déjà, tu vois, à notre âge posé les coins, le tour, quelques pièces. Et puis d'un seul coup, tu as une pièce que tu poses. Il s'est passé quelque chose dans ta vie d'important. Tu poses cette pièce et tu te rends compte que tu découvres un nouveau visage, peut-être sur le puzzle, ou un nouveau paysage, ou quelque chose qui fait que tu comprends mieux le puzzle. Et bien parfois tu poses des pièces qui te font un tout petit peu avancer, et parfois tu poses des pièces qui déclenchent tout. Il n'y a clairement pas d'âge pour trouver ça, parce que c'est le côté où il y en a qui se disent que je suis en retard sur ma vie, ou jamais, alors jamais. Est-ce qu'il y a vraiment Jamais. Il n'y a pas d'âge exact pour être épanoui et pour trouver justement son chemin de vie Je le dis comme ça, mais vraiment, et j'en suis convaincu, c'est jamais, même si c'est difficile, parce que notre société, elle nous impose de faire les choses le plus vite possible. Un artiste, moi j'ai 47 ans, un artiste, on est dans le jeunisme. Je veux dire, les jeunes qui aujourd'hui sont victoires de la musique, ils ont 20, 25 ans, 30 ans maxi. Quelle prétention j'ai, moi, à 47 ans, de me dire je peux commencer une vie artistique ou recommencer une vie artistique d'une certaine manière, mais juste mon envie et le bonheur de le faire. Voilà. Que ça le fasse pas, on verra après, mais moi, je suis heureux de pouvoir le faire. Et quand j'aurai 70 ou 80 ans, si j'ai la chance d'aller jusqu'à cet âge-là, je me dirais, à un moment donné, je l'ai fait, à 47 ans, je l'ai fait, j'ai essayé. Ça a marché ou ça n'a pas marché, mais j'ai fait autre chose et je l'aurais fait. Donc il n'y a pas d'âge, et on le voit d'ailleurs sur les réseaux, tu vois des activités de personnes qui ont 70 ou 80 ans et qui lancent parfois aussi des activités sur les réseaux qui sont assez incroyables. Donc non, il n'y a pas d'âge. Parfait. C'est vraiment la dernière question. Ouais. Comment toi tu peux voir l'avenir? Comment tu vois justement cette génération qui est plus jeune? Comment tu vois l'avenir? Tu m'aurais posé la question il y a quelques années en arrière, j'aurais été beaucoup plus pessimiste que
que ce que je vais te dire aujourd'hui. Puis aussi, tu vois, quelque chose ces dernières années, ces derniers mois qui a basculé en moi, et je suis plutôt optimiste. Malgré tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, encore plus là ces dernières semaines, on va pas rentrer dans la politique, mais que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, que ce soit l'Ukraine, que ce soit Gaza, on est inondé de mauvaises nouvelles et de choses qui parfois peuvent nous faire extrêmement peur. Alors déjà par rapport à ça, tu éteins le bouton de la télé et en fait tu arrêtes de regarder. Parce que en fait, qu'est-ce que ça change dans ton quotidien toi? Alors tu as conscience de ça et c'est très bien sûr. Ce que j'allais dire, c'est pas, en fait, c'est pas ignorer les choses. Non, c'est pas ignorer les choses. Tu as raison de le dire comme ça. Mais qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien à part de la colère, de la tristesse et finalement de l'impuissance? Parce que c'est pas toi qui va régler le problème de Gaza ou d'Ukraine. Par contre, qu'est-ce que toi tu peux faire à ton échelle pour être heureux? Parce que qu'est-ce qui va faire que le monde va évoluer positivement? C'est la jeune génération. Donc moi je crois beaucoup en eux parce qu'ils sont beaucoup plus éveillés malgré ce qu'on peut dire par rapport au fait qu'ils soient sur le réseau, qu'ils soient beaucoup plus devant un écran, etc. Il y a aussi toute une partie de la jeunesse qui est beaucoup plus éveillée de ce qu'on pouvait être nous il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans en fait. Quand je dis éveillé, c'est-à-dire que même s'ils n'en parlent pas beaucoup, ils ont conscience de tout ce qui se passe. Ça va leur devenir insupportable, et ça commence déjà, tout ce qui peut être décalé par rapport à l'évolution de notre société. J'ai confiance, vraiment confiance en eux, et quand cette force en fait va s'agglomérer, c'est comme un rouleau compresseur. Il met du temps, il avance, mais en fait on ne le voit pas en ce moment. Il est un peu souterrain, il est un peu sous-jacent, mais il est en train d'avancer. Et plus tu vois des forces qui sont dures et négatives et néfastes dans notre société, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que les forces qui sont positives, lumineuses, joyeuses sont aussi à l'œuvre, mais en souterrain. Donc j'ai énormément confiance dans la jeune génération. Bonne conclusion. En tout cas, c'est un message positif. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est que cette jeune génération croit aussi en ses rêves, que ce soit de paix, de partage, de choses simples de la vie. Ils reviennent à quelque chose de plus simple. On n'est pas dans quelque chose de compliqué en ce moment. Les jeunes aspirent à quelque chose de beaucoup plus simple en fait. Et c'est pour ça que je suis très positif. Mais le but du jeu, c'est ça, c'est faites votre vie, la vôtre. Pas celle du voisin, pas celle... Tu dis le but du jeu, en fait, c'est ça, la vie. Mais c'est un jeu. C'est un jeu, tu fais tes propres règles. Et c'est génial ce que tu dis parce que c'est ça. Ça peut être la conclusion, la vie c'est un jeu. C'est-à-dire J'allais te dire en plus une phrase pour on va dire, conclure cet échange. Eh ben on peut rester là-dessus parce que c'est un vrai jeu en fait. On surfe, on voit des choses, il y a des choses qui nous arrivent, on le comprend quelquefois une heure après, quelquefois on le comprend un mois ou un an après. Mais on se dit ah mais tiens j'ai vécu ça, je le comprends maintenant. Et puis en fait c'est un jeu et petit à petit tu comprends les règles du jeu. Le but en fait c'est de comprendre les règles du jeu, mais on ne nous les a jamais enseignées, ni à l'école, ni nos parents parce qu'ils ne savaient pas. Aujourd'hui les règles du jeu elles commencent à être évoquées. Et donc, quand on comprend ce jeu-là, la vie, elle est extraordinaire. C'est magique. C'est une très bonne conclusion. Ouais. Très bonne conclusion. J'adore. Merci en tout cas pour ton temps. On va finir par remettre en avant le roman écrit par Kylian. Ouais. Peut-être expliquer comment les gens vont pouvoir se le procurer. C'est un message aux personnes qui vont nous regarder avant de conclure cette belle vidéo, ce bel échange, et puis ensuite finir le caramel beurre salé. Ouais. Merci beaucoup. Merci Antoine pour l'interview et cette première. Je suis content d'avoir fait la première parce qu'on est aussi entre nous et c'est bien. Je suis heureux de l'avoir évoqué avec toi en tout cas. Et c'est vrai que les projets, comme tu parles des projets, c'est que je suis dans ce projet de diffusion du roman le plus largement possible, tu vois, de manière aussi assez intime. Donc finalement, je fais des espèces de mini-conférences où j'explique comment, la genèse du roman, comment ça s'est construit, les messages que Guylaine voulait faire passer, les messages que finalement moi je veux faire passer aussi à travers son roman et à travers elle. Je sais qu'elle m'autorise à le faire. Et je mixe ça avec mes morceaux piano-voix, donc c'est des moments qui sont assez dans l'émotion, qui sont assez forts. Et puis j'invite à chaque fois les gens qui sont là à devenir aussi des messagers et de pouvoir offrir ce roman à des personnes qui sont susceptibles d'avoir envie de le lire en fait. Donc c'est un vrai partage, je suis dans cette
dans cette optique-là et dans cette mouvance-là. Et merci de me permettre de pouvoir l'évoquer. Et justement, comment ils peuvent te retrouver, les gens, soit sur les réseaux, Alors, comment ils peuvent te contacter peut-être pour se le procurer, peut-être Ouais. te retrouver aussi en physique, je sais pas s'il y a des dates là ou autre qui... Alors il y aura Je des pense que dates dans les t'as vu, librairies, tu sais, les petites rencontres qu'on fait dans les librairies. Et puis après je vais évoquer ça sur les réseaux. Alors principal ce sera Facebook et Instagram. D'accord, Sous le nom de sous le nom de Peter Blier, mais tu pourras le mettre. Voilà, et je mettrai toutes les dates et toutes les nouveautés par rapport au roman et à ma musique. Au moment et au moyen aussi De se le procurer, voilà, on peut. Peut-être de venir te voir en physique pour les personnes Ouais, qui sont dans le coin. Et Clermont, peut-être qu'après tu... Clermont, l'Auvergne, de Roanne, et puis ça bougera parce que moi on a parlé des voyages, mais je voyage beaucoup aussi avec un gros camion et du coup je peux aller partout en France. D'accord. Ouais. Peut-être que les gens au fur et à Me mesure retrouveront pourront peut-être, exactement. rentrer sur... Je vais faire le pèlerin. Ouais, parfait, on mettra ça en avant. Merci en tout cas. Merci ça Antoine. fait super plaisir. Merci beaucoup. Et puis écoute... Merci au chef aussi, parce ouais, merci qu'on va se régaler merci des à desserts. Adrien derrière la caméra qui va nous faire un montage incroyable. Arthur Et qui va rentrer dans la danse. Dans la danse. Voilà, là il n'y aura pas d'échange, c'est vraiment un cadeau Pour faire. toi, un petit souvenir de ce petit instant. Merci Arthur. Je sais pas si tu veux le présenter un peu. Ah bah alors là, je sais pas, ça fait combien de temps ça fait 1h30 à peu près. Ouais, ça. Hein Très bon, très bon. Je pense que c'est assez ressemblant. Les deux artistes, L'artiste a un sacré coup de l'artiste crayon. culinaire, regardez comment il se tient. Top. Ouais. Mais bon, attends, je prends la caméra, on va te filmer un peu, Adrien. Ouais. Et voilà. Vas-y. Ok. Putain, il est super bien fait. S'il te plaît. Ah, c'est incroyable. Là, je suis. Magnifique. Ah ouais. Merci. Bah, l'imprimante est cool. Hein. Tu peux être fier de toi, Arthur. Tu regardes de loin rapide, t'as presque l'impression d'une photo. C'est abusé. C'est dingue. Trop bien fait. Non, mais vraiment bravo. Bon, les gars, merci. C'est dingue. Là, tu me fais un beau cadeau. Hein. Je les attends. Et même les reflets, t'as vu dans les cheveux. fort, Les fort. cheveux, t'es fort. Hein. Tout. Il y a des beaux il y a comme des reflets dans les cheveux. Ce serait pas ton métier par hasard. Non, mais sérieux, c'est. Il est bon. Ouais. On se fait tatouer.